bienvenue, c'est Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Au programme de ce numéro, on va parler du handicap dans le monde du droit, du copyright trolling et de la réforme du droit des entreprises en difficulté. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Harry Bouganim, associé au sein du cabinet Dahan Avocat, pour parler de la réforme du droit des entreprises en difficulté. Harry, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quelles sont les mesures concernant la prévention des difficultés contenues dans la réforme ? Oui, alors cette réforme tombe à pic puisque nous sommes en période de sortie de crise sanitaire et en matière de prévention, nous avions déjà des procédures évidemment qui permettaient aux dirigeants d'anticiper les difficultés à travers la conciliation qui vise à obtenir un accord amiable avec les créanciers ou à travers la procédure de sauvegarde lorsque l'entreprise n'est pas encore en cessation des paiements et elle demande déjà la protection du tribunal de commerce. L'ordonnance, donc, qui vient réformer le droit des entreprises en difficulté, apporte des mesures aujourd'hui qui sont efficaces en termes de prévention. Ça tombe à pic puisqu'on nous annonçait une vague de dépôt de bilan qui ne s'est pas encore aujourd'hui avérée, mais il faut maintenant que les dirigeants soient alertés et puissent utiliser ces mesures légales pour prévenir de difficultés. Alors, arrêtons-nous sur deux mesures de prévention. Une première va être un renforcement des pouvoirs du président de tribunal de commerce en matière de conciliation. Concrètement, comment ça se passe ? Concrètement, la conciliation, le dirigeant cherche à avoir un accord amiable avec ses créanciers. Il se peut que les créanciers refusent de suspendre l'exigibilité de certaines sommes. Et là, en matière de conciliation, nouveauté, le président du tribunal pourrait imposer d'échelonner ou de reporter les sommes effectivement dues. Donc il y a une mesure qui vise à renforcer cette efficacité. Un autre exemple intéressant qui mérite d'apporter un peu de précision, c'est l'institution d'un privilège de post-monnaie en matière de sauvegarde ou de redressement, puisque la prévention peut aussi intervenir durant la procédure où l'entreprise a des difficultés dans l'établissement de son plan à avoir des financements externes. On sait aujourd'hui qu'une entreprise en RJ ou en sauvegarde ne se suffit pas de restructurer et a besoin d'apports nouveaux. L'ordonnance permet désormais aux dirigeants ou aux créanciers qui viennent apporter de la trésorerie durant l'établissement du plan, durant la période d'observation, d'être garantis par un privilège et d'être remboursés avec un rang qui est tout à fait acceptable, qui est juste après les salariés, et donc encourager l'apport de fonds nouveaux aux entreprises pendant cette période difficile. Donc il y a des mesures de prévention avant procédure et durant procédure qui sont pour moi efficaces. Et s'agissant de la sauvegarde, quelles sont les mesures que vous retenez ? Ah oui, des mesures qui viennent apporter de nouveautés en matière de sauvegarde et de sauvegarde accélérée. Donc la sauvegarde, on l'a dit, c'est avant l'état de cessation des paiements, on essaye d'établir un plan, et en sauvegarde accélérée, on fait suite à une procédure de conciliation. Aujourd'hui, l'ordonnance vient apporter des nouveautés sur les conditions, notamment en termes de délai. La sauvegarde, qui pouvait durer 18 mois auparavant, va désormais durer 6 mois, renouvelable une seule fois, donc 12 mois maximum. La sauvegarde accélérée, on reste toujours sur la suite, un complément à la conciliation, mais la durée est également plus courte, 2 mois prorogeables à 4 mois maximum, mais aussi une ouverture plus large, puisque toutes les entreprises pratiquement qui établissent leur compte par un expert comptable y ont droit. Alors au-delà de ces mesures de conditions et de délais, il est important de souligner une nouveauté de terme qui est désormais la répartition des créanciers en classes de parties affectées. Auparavant, avant l'ordonnance, les créanciers à qui on soumettait le plan devaient adopter ensemble ce plan. Désormais, le législateur veut qu'on les répartisse en fonction de leur intérêt économique, de leur droit économique commun, où ils sont directement affectés par le plan, et ça vise à permettre d'accroître les chances de succès de l'adoption du plan. Donc cette répartition des créanciers en classes de parties affectées, en sauvegarde accélérée ou en sauvegarde sur demande, va permettre justement, on l'espère, d'augmenter la lisibilité des plans et l'adoption de ces plans. Une autre mesure qui rejoint un peu l'efficacité dont on parlait juste avant, c'est que désormais, en matière de sauvegarde accélérée, mais également en matière de sauvegarde ou de RJ, selon certaines conditions, le président du tribunal pourrait imposer le plan aux créanciers, à condition évidemment qu'une majorité des classes
ait adopté ce plan, mais également que les intérêts et les droits des créanciers qui l'ont refusé soient suffisamment protégés. Donc, quel est l'intérêt de cette mesure? L'intérêt de cette mesure, justement, c'est de renforcer l'efficacité de cette procédure de sauvegarde et de pouvoir aller contraindre, toujours dans la protection de leurs intérêts, bien évidemment, mais d'aller contraindre les créanciers à accepter le plan. Évidemment, le tribunal est là pour veiller à ce que leurs intérêts soient toujours suffisamment protégés, mais il y a une volonté, on sent, de rendre efficace et concret ces mesures-là. Pour conclure, que pensez-vous de cette réforme? Alors, elle est intéressante parce qu'elle apporte, on le sent bien, nous, en tant que praticiens, des mesures pratique. On vient codifier finalement des mesures de bon sens. On vient donner un pouvoir au président des tribunaux de commerce qu'il n'avait peut-être pas jusqu'à présent. On vient également maintenir cette harmonie, cette harmonie avec les intérêts des créanciers, où on le voit avec le privilège de post-monnaie ou avec leur répartition en classe. Il y a, en tout cas, on sent une volonté de codifier avec bon sens des mesures qui, on l'espère, va renforcer les chances de succès des entreprises lancées dans cette bataille pour sauvegarder leurs activités et leurs emplois. Et à nous, avocats et auxiliaires de justice, bien évidemment, d'apporter conseil aux dirigeants et aux entreprises à la lecture de cette nouvelle ordonnance. On va terminer là-dessus. Merci Harry d'être venu sur notre plateau. Vous êtes toujours dans Lex Inside, on continue avec mon invité Alexandre Lazareg, avocat, pour parler du copyright trolling. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le copyright trolling ? C'est un phénomène qui vient des États-Unis, qui consiste à multiplier les mises en demeure en revendiquant des droits d'auteur, des droits de propriété intellectuelle, sur des arguments fragiles, en étant propriétaire d'un certain nombre de droits et en demandant des indemnités pour l'usage contrefait de ces droits. C'est un phénomène qui est apparu dans les années 2000, à l'époque où Internet commençait à se relâcher sur le plan de l'économie et les brevets étaient aisément accessibles. Et à cet égard, un certain nombre d'entreprises ont utilisé et ont acheté ces brevets et ont multiplié les actions en contrefaçon sur le plan des demandes d'indemnisation pour recevoir, je dirais, des dommages et intérêts avant même d'engager des actions judiciaires. Autrement dit, c'est un phénomène qui consiste tout simplement à instrumentaliser le droit, à instrumentaliser la procédure judiciaire, en faisant valoir des droits sur des arguments qui sont souvent fragiles, le code de la propriété intellectuelle étant rarement certain. Et qui est à l'origine de ces actions ? Au début, c'était des entreprises qui achetaient des brevets au moment de la crise d'Internet dans les années 2000, ils n'étaient pas chers, et puis ils ont acquis ces brevets, ces droits de propriété intellectuelle, et puis ils ont essayé de repérer l'ensemble des entreprises qui étaient susceptibles d'utiliser des idées proches de ces brevets pour les mettre en demeure de leur payer des indemnités. C'était sur les brevets, puis petit à petit, ça s'est élargi sur les droits d'auteur, les droits de propriété intellectuelle. En France, en Europe aujourd'hui, nous voyons un certain nombre d'entreprises qui sont mis en demeure systématiquement pour avoir utilisé une photographie ici, un extrait d'une œuvre prétendument originale là, par les détenteurs de ces propriétés intellectuelles, qui demandent des indemnités avec des arguments qui sont souvent fragiles, en espérant recevoir des indemnités. D'ailleurs, ils fixent des montants sur des critères qui sont tout à fait incertains, tout à fait flous, mais même si la moitié des mis en demeure répondent à ces demandes, eh bien c'est un moyen finalement de ressources, un moyen de financer ces droits de propriété intellectuelle. Comment juger de la légalité de ces actions, justement ? Alors la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur ce mécanisme tout à fait récemment, en juin dernier. Elle a rendu un jugement également ce mois-ci, en septembre 2021. Et puis elle a expliqué que si littéralement ce n'est pas illégal d'envoyer des mises en demeure pour faire valoir un droit de propriété intellectuelle, on voit que ce mécanisme correspond à une forme de fraude à la loi, d'abus de droit, parce qu'il consiste non pas à protéger son droit, mais à utiliser la violation prétendue de ce droit pour demander des indemnisations. Il y a quelque chose qui relève de l'abus de droit, qui est bien connu dans nos juridictions françaises, et le juge communautaire, le juge de la Cour de justice de l'Union européenne, eh bien, invite les juridictions de fond à se prononcer à ce sujet et à contrôler si là, dans ce type d'attitude, dans ce mécanisme-là, il n'y a pas ce qui relève de l'abus de droit.
Alors, tout ce mécanisme repose sur la notion d'originalité de la photo. Comment juge-t-on qu'une photo est originale ou non? Alors là, le législateur, je dirais, a péché par faiblesse, par, je dirais, manque d'investissement. Il n'a pas défini l'originalité d'une œuvre, quelle qu'elle soit, que ce soit une photographie, une œuvre littéraire. Autrement dit, il y a la jurisprudence qui a été amenée à développer un certain nombre de critères. Une œuvre est originale selon la jurisprudence s'il y a des choix esthétiques, arbitraires, qui permettent de révéler l'empreinte d'un auteur. Voilà avec quoi nous devons nous débrouiller pour définir ce qu'est une œuvre originale ou pas. Et en matière de photographie, eh bien, force est de constater que l'exercice n'est pas aisé. Surtout pour les photographies de journalistes, justement, parce que ce sont des photos qui ont été prises dans l'espace public. Elles ont été prises pour, je dirais, prendre un moment, un événement. Et le photographe, souvent, n'a pas eu la maîtrise de cet événement, il n'a pas eu la maîtrise de la physionomie, il n'y a pas eu la maîtrise de la lumière, il n'a pas eu la maîtrise du cadrage, il n'a pas fait non plus le choix exact de ce qu'il était en train de photographier. Il a pris un événement d'actualité, ça peut être un événement sportif, ça peut être la montée des marches, une actrice. Et les photographes sont les uns à côté des autres, ils prennent souvent la même photographie. Les hommes politiques, eh bien, sont photographiés à partir d'un espace presse réservé à ces photographes. Donc, difficile d'avoir une photo originale dans ce sens, c'est ce que vous voulez dire. Surtout lorsque ces photos, par exemple, sont prises avec un mécanisme de rafale qui consiste à prendre de nombreuses photos en quelques secondes. Et les tribunaux, souvent, déboutent les demandes des photographes qui consistent à faire valoir l'originalité sur des photos qui sont en réalité tout à fait banales et qui relèvent d'un pur exercice technique. C'est un savoir-faire, ce n'est pas un choix esthétique arbitraire qui révèle l'empreinte de son photographe. Et par conséquent, souvent, les photographies de presse ne sont pas originales. En définitive, que recommandez-vous de faire dans ce cas-là? Alors, évidemment, souvent les agences qui font ces demandes, eh bien, utilisent leur prestige pour impressionner dans le cadre d'une mise en demeure, dans le cadre d'une demande amiable d'indemnisation. Et puis, les petites et moyennes entreprises qui font l'objet de ces revendications, eh bien, se soumettent à ces demandes de manière, parce qu'elles sont impressionnées. Eh bien, moi, je leur propose de reprendre leur liberté. Je leur propose de se défendre, de demander d'abord en quoi cette photo est originale, parce que c'est à celui qui revendique l'œuvre originale de dire pourquoi elle est originale. Je leur demande donc de discuter. Il faut demander des preuves juridiques solides pour demander des indemnisations. Et à cet égard, souvent, ce n'est pas le cas. Donc, ce que je préconise, si je puis dire, c'est d'abord de se défendre, de ne pas se laisser impressionner, de savoir que le code de la propriété intellectuelle n'est pas nécessairement en faveur des photographes et de ceux qui revendiquent les droits d'auteur, qu'en principe, par principe, si une photo n'est pas originale, elle est libre de droit. J'ajoute aussi qu'une association a été créée pour les victimes de ce type de mécanisme, que des actions sont en cours pour les membres qui ont été victimes, qui ont payé, ou ceux qui n'ont pas payé d'ailleurs, et que le cas échéant, eh bien, il faut retourner les choses, il faut dénoncer ce fait auprès des juridictions, sur le fondement notamment de la fraude à la loi, pour que ce mécanisme cesse, mais aussi auprès du législateur, pour qu'il se prenne en main, pour qu'il remplisse son rôle, pour qu'il dise le droit précisément, pour qu'il l'écrive, et qui nous disent précisément ce qui doit être entendu par œuvre originale. On va conclure là-dessus. Merci Alexandre d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci à vous, merci de votre invitation. Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler du handicap dans le monde du droit avec mon invité Stéphane Baller, délégué général de l'association Droit comme un H. Stéphane, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, pouvez-vous me présenter Droit comme un H? Mais avec grand plaisir, et je vais prendre en fait la réflexion du monsieur qui nous a remis le prix Activateur de Progrès en mars dernier à Lyon, en vidéo interposée, et qui disait en fait quand on a lu votre dossier, faire du handicap, accompagner le handicap chez les avocats, on s'est dit il faut qu'on s'y intéresse parce que ça doit être exceptionnel. C'est un petit peu l'état des lieux qu'on a trouvé. On a créé cette association, loi 1901 en 2019, et l'idée c'était vraiment de pouvoir accompagner des jeunes talents en situation de handicap pour leur permettre de pénétrer dans le monde du droit, c'est-à-dire pas uniquement les cabinets d'avocats, mais aussi les directions juridiques. On a commencé par le marché que je connaissais, celui des avocats d'affaires, et les directions juridiques, et bien entendu, l'idée c'est de travailler plus largement sur le monde du droit demain, et d'arriver à se faire que la profession
les professions soient plus familières tout simplement avec le handicap et oublient le fait que handicap, en fait, ce n'est pas empêcher de bien travailler, c'est travailler différemment et manager différemment. Alors concrètement, comment vous accompagnez les jeunes en situation de handicap? Concrètement, on a 4 actions donc, qui sont déjà la manière de détecter ces jeunes en situation de handicap. Vous savez, 85% du handicap est invisible. Bonne nouvelle aussi pour les employeurs. 80% du handicap ne nécessite pas d'équipement et d'aménagement, simplement de la bienveillance et du management, ce qui peut être un facteur de progrès pour un cabinet. Les cabinets, il faut aussi les accompagner, comme les directions juridiques. Donc, on a organisé des systèmes de formation, d'accompagnement, discussion avec de managing partners. Ah, on a déménagé, on se rapproche de vous, on a des locaux accessibles. En fait, le fauteuil, c'est simplement 4% du handicap. On fait faire plein d'autres choses. Donc, c'est aussi accompagner dans cette démarche les cabinets pour rendre les choses possibles. Le troisième élément, c'est rendre les gens un petit peu plus décontractés sur le handicap. Alors, on ne fait pas de discrimination positive. On a aussi quelquefois des difficultés avec les jeunes pour leur faire parler du handicap parce qu'ils ont cette réserve, ce n'est pas visible en face des employeurs, ils se disent ça passera pas et du coup il y a une sorte de entre guillemets coming out à réaliser et donc on crée les événements qui vont leur permettre de plaider, le concours Tous en robe qui est un concours de plaidoirie mixte. On observe le marché, on accompagne sa progression, on espère la récompenser. On a en ce moment la troisième vague de l'Observatoire du handicap dans la profession du handicap qui a été lancée. Et puis on récompense. Et là, c'est avec le barreau de Paris, on a un prix national qui sera le premier prix droit commun âge, qui sera remis pendant la semaine européenne du handicap le 18 novembre à la Maison du Barreau. Et on espère avoir plein d'initiatives de cabinets d'avocats pour récompenser ce qu'on va appeler le premier prix de l'initiative marquante en faveur du handicap dans les cabinets d'avocats. Donc vous voyez tout un tas d'agitations sur le marché, mais aussi du lobbying auprès des associations de juristes d'entreprise, la FJE et le Cercle Montesquieu qui sont membres de l'association, auprès des barreaux, le barreau des Hauts-de-Seine historiquement, puisque c'était ma maison d'attachement, et puis le barreau de Paris qui a eu la vision, la gentillesse, la bienveillance, l'engagement de nommer un membre du Conseil de l'Ordre en faveur du handicap et de nous permettre ce partenariat pour le prix, d'accompagner la diffusion du questionnaire et d'être un référent et d'avoir des projets aussi avec l'EFB qui vont être très intéressants. Comme nous travaillons aussi avec d'autres écoles d'avocats comme l'ICSAD à Lille ou Strasbourg-les-Rages ou Lyon-les-Daras. Alors, vous venez de décrire toutes les actions menées par Droit commun H. Quel bilan faites-vous de ces actions? Et y a-t-il encore des obstacles à l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du droit? Si je compare, donc ça fait 7 ans que je travaille sur ces questions. Au départ, c'était un collectif d'amis. Aujourd'hui, on a une perception qui est beaucoup plus favorable. On a une meilleure connaissance, je redis, 80% de handicap non visible avec des maladies qu'on n'imagine pas forcément comme un handicap. On n'a pas la pression dans la profession des 6%. Vous savez, une entreprise de plus de 20 salariés, votre entreprise doit avoir son quota, entre guillemets, de 6% de salariés en situation de handicap. Sinon, elle est pénalisée. Et depuis le 1er janvier, la pénalité commence à coûter cher. Et la quinzaine de jeunes que l'on suit, que l'on accompagne, auxquels on trouve ces stages, qui ont du talent, qui doivent passer dans le tri CV, comme d'autres collaborateurs passeraient pour les cabinets d'avocats ou les directions juridiques. Il faut qu'ils se sentent libérés, qu'ils puissent parler en confiance. Et c'est un petit peu le rôle de l'association que de faire ça, d'essayer de montrer qu'en termes de diversité, c'est quelque chose qui, en termes de management, et on a toujours des progrès à faire sur le management, eh bien, ça va obliger à une véritable bienveillance. Et nous, dans ce débat, on veut être des intermédiaires neutres qui vont mettre en rapport des jeunes en situation de handicap. Donc, si vous nous regardez, envoyez-nous vos CV, on échangera avec vous. Et puis, des cabinets, et quand on regarde les membres de l'association aujourd'hui, il y a des cabinets anglo-américains qui vont au-delà de leur devoir, alors pas de vigilance, mais d'engagement que leur société mère leur demande et qui le font avec sincérité. Et puis, il y a des cabinets français qui aussi s'engagent, des entreprises, des associations. Et puis, je suis sûr, plein de vos spectateurs très bientôt, mon cher Arnaud. Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci Stéphane d'avoir présenté Droit commun H. Merci beaucoup et désolé d'avoir été enthousiaste et long.
Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.